Bonjour à tous. Je me présente, je suis Clément Joliot, je suis un des deux dirigeants fondateurs de la société Soteria Lab. Euh, Très rapidement sur l'entreprise, donc on est un pure player en cybersécurité en région Grand Est. Euh, on a quelques activités que en cybersécurité du coup. On a notamment une offre qui s'appelle Oplit qui est une offre globale modulaire dédié aux TPE, PME. On a un des acteurs référencés par la région Grand Est pour la réalisation des diagnostics régionaux en cybersécurité. On a développé une plateforme d'entraînement à la cybersécurité, à la fois pour des équipes techniques, mais également pour des équipes un petit peu moins techniques, donc pour s'entraîner à l'attaque, s'entraîner à la défense, s'entraîner à la gestion de crise. On intervient également en réponse à incidents, donc on est référencé également auprès de Grand Est Cybersécurité, donc le CICERT régional. On fait un petit peu de formation, donc ça c'est tout ce qu'on fait. Et puis on est également membre fondateur de l'association Racine, donc qui a été créée un petit peu plus tôt cette année, et qui rassemble l'ensemble des acteurs du domaine sur la région de Nancy, on va dire, un peu plus largement, quoi. Voilà. Avant de parler de ransomware, je vais parler un petit peu de cyberattaque et de comment se déroule une cyberattaque. En gros, une cyberattaque, c'est un effort intentionnel, donc c'est quelqu'un qui va vouloir faire du mal à une organisation ou à une personne en essayant d'aller voler des informations, extorquer, euh, rendre inaccessibles des systèmes ou des données, etc. Voilà. Donc ça, c'est une définition assez large, assez vague. Vous avez un petit peu plus de détails à l'écran. Et il y a des gens qui ont travaillé sur l'analyse des différentes cyberattaques qu'on peut voir un petit peu partout dans le monde. Et ce dont on se rend compte assez rapidement, c'est que finalement, on a toujours les mêmes étapes qui sont réalisées par les attaquants. Et donc, ça a été modélisé sur ce qu'on a appelé la cyber kill chain. Voilà. La cyber kill chain, en gros, il y a quelques étapes. Et ces étapes sont les suivantes. La reconnaissance, qui va permettre de prendre de l'information sur notre cible, si on cible particulièrement quelqu'un, ou alors qui va permettre de prendre des informations sur un pays, une population, sur des types de personnes, etc. Donc la cible peut être très vague ou elle peut être très détaillée. Ça peut être une entreprise, une organisation en particulier ou toute une population, par exemple. Voilà. Une fois qu'on a suffisamment d'informations, on va essayer de créer notre attaque. Donc c'est la phase d'armement. On va définir le scénario d'attaque, comment on va procéder, etc. Et une fois que cette phase est faite, va falloir distribuer cette attaque, va falloir la lancer. Et donc on passe à la troisième phase. Voilà. Et donc là, il y a plein de choses qui peuvent être faites, hein. On a parlé de phishing avant, on a parlé de fraude au président, on a parlé, je ne sais pas si on en a parlé ce matin, mais on peut avoir parlé d'exploitation de vulnérabilité, voilà, de plein de choses différentes. L'idée, c'est qu'en fonction du type d'attaque, en fonction du scénario qu'on aura défini dans la phase précédente, la distribution peut être plus ou moins différente. Voilà. Une fois qu'on distribue, on va exploiter les résultats de cette distribution. Donc ça peut être un accès, ça peut être des identifiants qui ont été récupérés. Voilà, il peut y avoir plein de formes encore différentes. Mais ces phases sont toujours, encore une fois, toujours les mêmes. Et ensuite, les dernières phases, installation, command and control, ça, on ne va pas forcément les avoir tout le temps, ça dépend du type d'attaque. Mais globalement, si on a une attaque très complète qui va très loin, on peut les avoir. Si on a des choses qui ne nous donnent pas un accès à un système, par exemple, on n'aura pas forcément le command and control qui permet de piloter à distance justement le système sur lequel on récupère un accès. Donc les deux dernières phases finalement sont peut-être un petit peu plus subsidiaires en fonction du type de scénario qui est opéré. Voilà. Et puis une fois qu'on a passé toutes les étapes, on fait les réelles actions malveillantes.
qui sont potentiellement détruire de la donnée, rendre inaccessible quelque chose, extorquer de l'argent, faire du chantage, etc. Voilà, plein de choses. Et avant, on a plein de phases, plus ou moins visibles, qui se sont produites. Concernant la double extorsion, qu'est-ce que c'est que la double extorsion ? J'ai une seule diapo là-dessus, parce que l'idée, c'est pas de parler pendant 50 minutes non plus. Donc, petit rappel sur le ransomware. Le ransomware, rançongiciel, c'est un code malveillant, un logiciel malveillant qui va permettre de rendre inaccessible un système, des données, et qui va être utilisé par des attaquants pour ensuite réclamer une rançon pour redonner l'accès à ce qui a été verrouillé. Voilà. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors techniquement, on n'est pas forcément obligé de rentrer techniquement dans les détails, surtout qu'il peut y avoir plusieurs façons de faire si on veut vraiment rentrer dans le détail. Mais voilà, le mode de fonctionnement global, c'est ça. Et donc ça, c'est de la simple extorsion, le ransomware. Ce qu'on voit depuis quelques temps maintenant, c'est que c'est jamais assez. Et puis potentiellement ça marche un petit peu moins bien parce que on a toujours dit il faut pas payer. Et donc il y a effectivement des gens qui payent un petit peu moins que d'autres. Et donc ils se sont dit si on n'arrive plus à se faire payer suffisamment ou si on veut un petit peu plus que uniquement avec du verrouillage de données, parce que potentiellement les gens finalement c'est plus si grave, peut-être qu'ils ont des meilleures sauvegardes qu'on n'a pas réussi à attaquer, etc. Peu importe la raison. Du coup, on va avant de rendre inaccessibles les données, on va essayer de voler ces données-là. Et ensuite, on va proposer de payer une première rançon pour rendre à nouveau accessibles ces données-là. Et puis, on va essayer d'exiger une deuxième rançon pour ne pas publier les données qui ont été dérobées. Donc là, ça s'appelle la double extorsion parce qu'on va demander 2 rançons. Voilà. Ce qu'on peut voir également, donc c'est pas forcément à l'écran, mais on a aussi la triple extorsion qui existe, puisque dans certains cas, on va s'attaquer également aux clients ou aux patients des hôpitaux. Il y a eu des cas où des entreprises se sont fait attaquer, des données clients ont été dérobées, et derrière, les clients ont aussi été contactés pour non-divulgation de données en échange de quelques centaines ou quelques euros ou quelques centaines d'euros. Voilà. C'est arrivé dans le cas d'entreprises, c'est arrivé dans le cadre d'hôpitaux qui se sont fait attaquer, où les patients ont aussi été contactés et on leur a dit de payer s'ils ne voulaient pas que leurs données sur leur cancer, sur leur maladie qui n'est pas forcément pour laquelle ils ne veulent pas forcément que ce soit super public, soit publiées. Donc voilà, on a de la simple, on a de la double beaucoup plus maintenant, et puis on a également de temps en temps de la triple extorsion. Donc ça peut aller très loin, et en fait finalement on se rend compte que tous les moyens sont bons pour essayer de récolter un maximum d'argent. Et on passe à la deuxième phase. Donc deuxième phase, c'est ce truc-là. Et c'est la petite démo. Si j'y arrive. Alors, est-ce que je me souviens du mot de passe ? Loupé. On va essayer comme ça. Voilà. Là. Mot de passe très complexe aussi. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux ordinateurs. À droite, ici, j'ai un ordinateur de quelqu'un qui va se faire attaquer. Voilà, il a des documents sur son bureau, etc. Voilà, donc c'est pas forcément très très rempli, mais voilà, l'important c'est de montrer qu'on a des documents. Et à gauche, j'ai une machine, c'est la machine d'un attaquant, d'un cybercriminel, qui lui va réaliser quelques petites opérations pas forcément souhaitables sur l'ordinateur à droite.
J'attends juste que ce soit bon. Normalement, c'est bon. Ici à droite, on va imaginer qu'on est sur une machine d'un, de quelqu'un qui fait de l'administration informatique, donc d'un personnel de la DSI. Et cette personne-là va aller chercher un outil sur Internet pour faire ses opérations d'administration. Donc il va aller télécharger un outil sur un site non vérifié, enfin non officiel, etc. Et il va se dire, tiens, je vais lancer l'outil que je viens de télécharger. Ok. Donc là, moi, je vais l'ouvrir, je vais avoir une petite alerte qui va dire, bah, attention, c'est un truc que tu viens de télécharger, est-ce que tu es sûr que tu veux l'exécuter? Comme je suis administrateur système et que je sais ce que je fais, je vais dire oui. Voilà. Donc il faut regarder en même temps à droite et à gauche. Donc à gauche, je ne sais pas si on voit très bien, si c'est assez gros, mais en gros, à droite, j'exécute le truc, et à gauche, je vais avoir quelques lignes en plus qui vont apparaître. Voilà. Donc ici, j'ai bien le logiciel qui a été téléchargé qui s'exécute normalement. D'accord. Je peux faire mes tâches d'administration, il fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, en fait, le site sur lequel je l'ai téléchargé, il était contrôlé par quelqu'un de plutôt malveillant. Et donc, il a mis une backdoor, une porte dérobée dans ce logiciel-là, qui permet de récupérer un accès à distance pour l'attaquant. Voilà. Donc, au niveau de la machine de l'attaquant, j'étais ici, et donc, une fois que j'ai lancé le logiciel, j'ai quelques lignes qui sont apparues. Et donc, maintenant, avec ma petite invite de commande sur la gauche, là, j'ai un accès à ma machine sur la droite. Si je lance une commande, si j'y arrive, non, c'est pas ça. Hop, voilà. Là, je vais aller déposer un nouveau fichier sur ma machine que je contrôle. Je prends la future ligne. Tac. Je vais aller lancer un deuxième outil sur ma machine d'attaque. Voilà. Hop. Ensuite, on s'en moque. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer. Je vois pas grand chose. On va se mettre là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les fichiers qui sont sur le bureau de la machine de mon attaquant. Ça, c'est l'endroit à partir duquel je lance mes commandes. Et ça, c'est la machine que je suis en train d'attaquer. Donc il faut regarder le bureau à droite qui va un petit peu modifier, qui va un petit peu changer. Voilà. Hop. Faut que je m'en sorte avec ma souris. Voilà. Loupé. Hop, j'ai oublié un truc. Voilà. Voilà. Donc, à droite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à gauche, j'ai lancé une commande. Et à droite, en fait, si on regarde, on a un bloc-notes qui s'est ouvert avec un petit message sympa, que certains ont peut-être déjà vu, ils ont peut-être déjà vu ce type de message dans la salle. Et au niveau du bureau, finalement, mes fichiers sont plus les mêmes. Alors, comme c'est un truc qu'on a développé pour la démo, on a été gentil. Les trucs sont super chiffrés ici. Par contre, on a laissé l'original sur le bureau. Donc, on a créé un petit dossier avec tous les originaux. Donc, on a quand même l'accès au fichier d'origine. On a un fichier texte avec une demande de rançon, finalement, qui s'affiche. Si je veux regarder un petit peu tac, le contenu de mes fichiers, hop, voilà, normalement, c'est à peu près illisible. Voilà, donc, on n'a plus accès à nos fichiers. Et donc, en théorie, voilà, on est censé envoyer telle somme en Bitcoin pour récupérer de quoi déchiffrer mes fichiers.
si je regarde ici mon bureau, eh ben, j'ai eu un nouveau truc qui est arrivé avec les différents fichiers que j'avais sur ma machine à droite. D'accord ? Donc j'ai bien eu mon extorsion de fichiers et en même temps le chiffrement de l'autre côté. D'accord ? Et donc là, je peux demander la première rançon sur la droite, elle s'affiche tout de suite. Et puis s'il paye pas, peu importe, bah, un petit peu plus tard, je peux aller dire oui, mais en fait, j'ai aussi volé vos fichiers. Et donc, bah, je peux aussi vous demander un petit peu d'argent si vous ne voulez pas que je les divulgue. Voilà. OK ? Voilà, c'est tout pour la démo. Hop, je vais essayer de repasser au diaporama. Je ne sais pas où il est là. Voilà. Alors, comment on peut se protéger de tout ça? Alors, on ne va pas aller dans le détail de la protection contre le ransomware, dans la protection contre le phishing, etc., puisque ce n'est pas forcément l'objet. Mais en gros, l'idée, c'est de parler des bonnes pratiques de manière très large et en prenant un petit peu de hauteur. L'idée première, ça va être d'essayer de mettre en place une défense en profondeur. Donc, on a vu en préalable qu'il y avait ce qu'on appelait la cyber kill chain, avec toujours les mêmes étapes qui sont, à chaque fois, finalement, on va avoir des tâches qui sont réalisées par l'attaquant qui peuvent être détectées par les systèmes, si on les analyse, si on les regarde correctement. Il y a peut-être la première étape, qui est l'étape de reconnaissance, qui peut être un petit peu plus délicate à détecter, mais toutes les autres, on a des choses qui peuvent être détectables. Et donc l'idée, ça va être d'essayer d'agir déjà sur chaque étape de la kill chain pour essayer de bloquer soit la phase de reconnaissance, soit la deuxième phase, soit la troisième phase, les choses, pour que ça ne puisse pas rentrer, et que si ça passe une étape, il y a une deuxième barrière, une troisième barrière, une quatrième, etc. L'idée, c'est vraiment de ralentir le plus possible, puisque c'est un peu comme dans la savane, hein, l'objectif, c'est pas de courir plus vite que le lion, c'est juste de courir plus vite que le voisin. D'accord ? Donc, si on est suffisamment protégé, si on met suffisamment de barrières, on va trop ralentir l'attaquant, il va perdre trop de temps et donc potentiellement trop d'argent, et donc il va essayer de passer au voisin. Après, il faut essayer de conseiller le voisin aussi pour qu'il apprenne à courir plus vite aussi. Donc, étape sur des mécanismes de défense sur chaque étape, et puis bien sûr, essayer de mettre des mécanismes qui permettent de détecter les actions malveillantes qui peuvent être réalisées sur chacune de ces étapes aussi. L'idée, c'est essayer de bloquer tout le temps, mais s'il se passe quelque chose, de pouvoir le voir, et si possible, le plus tôt possible. D'accord ? Plus on arrive à intervenir tôt, moins les dégâts vont être importants. Et puis, dans la petite présentation de mon collègue juste avant moi, de Concio, effectivement, il a parlé de ce triptyque, hein, l'humain, les process, la techno. C'est trois piliers de la cybersécurité qui ne sont pas indissociables. Hein. On ne peut pas mettre en place que de la techno, que de l'humain ou que de l'organisationnel. Il faut vraiment les trois, il faut que ça travaille ensemble. Et donc voilà, il faut vraiment mettre en place des choses pour que l'humain soit fort, pour que l'humain sache se comporter correctement, et que finalement il soit un des acteurs qui soit les plus actifs et qui soit un élément de protection parmi les autres finalement. Bien sûr, il y a tout ce qui est organisationnel, avec des process, avec des méthodologies, des analyses de risque, plein de choses. Donc ça a été dit préalablement aussi. Voilà. Et puis, en dernier lieu, on va aussi mettre en place quelques technologies, puisque ça permet finalement d'aider à mettre en place les process, ça permet d'aider l'humain, et ça permet de faire plein de choses aussi. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place des choses sur ces trois piliers de la cybersécurité. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez quelques questions? Et si vous voulez nous joindre, voilà, il y a un truc après. Voilà. Nos coordonnées. Alors bonjour, question assez générique, par exemple pour tout ce qui est TPE, PME, s'ils subissent une attaque globalement, comment on peut s'en sortir en dehors?
On a vu la défense, comment, pour pas que ça arrive justement, mais si ça vient se produire, comment ces entreprises peuvent se protéger, enfin revenir en arrière entre guillemets. Alors, ouais, très bonne question. Euh, ça dépend de l'état de préparation déjà. Le mieux, c'est quand même d'être un maximum préparé. Donc ça veut dire que même si on se fait attaquer, enfin, globalement, tout le monde se fait attaquer un jour ou l'autre. Donc il faut déjà partir de ce principe-là, si possible. Et donc il faut essayer de se préparer. Pour se préparer, on va jouer sur l'humain, les process, la technologie. S'il y a une chose à faire en priorité, ça va être la sauvegarde, et ensuite on met en place tout le reste. Si on n'a pas de sauvegarde et qu'on perd toutes nos données, de toute façon on est mort. Donc on va mettre en place d'abord ça, et ensuite on fait le reste. Voilà. Après, voilà, ça c'est la phase de préparation. Et ensuite, une fois qu'on se fait attaquer, l'idéal c'est de bien se faire accompagner. Voilà. Peu importe si on est bien préparé ou pas, dans tous les cas, même bien préparé, il faut être bien accompagné. Et donc là, faut trouver les contacts qui vont pouvoir nous aider correctement. Donc ça peut être des sociétés spécialisées, par exemple au hasard comme Soteria Lab. Après, il peut y avoir d'autres sociétés qui font aussi bien le travail. Donc il faut surtout trouver les bons accompagnants pour aider dans la démarche. Ne pas hésiter à contacter tout ce qui est service police, gendarmerie pour la partie dépôt de plainte qui est un élément super important. Voilà, tous les organismes un peu plus, tout ce qui est CNIL, tout ce qui est ANSSI en fonction des contraintes réglementaires, en fonction du type d'attaque. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Après, voilà, le mieux c'est d'être accompagné. L'entreprise, si c'est une entreprise qui accompagne, en général, elle peut aider justement à identifier un petit peu tous les volets auxquels il faut penser. Elle peut aider à gérer la crise, puisque gérer la crise, c'est pas forcément si simple, surtout si on n'est pas préparé. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de se préparer au cas où, et en plus se faire bien accompagner. Merci. Ici, Ah oui. vous nous avez montré un outil qu'on a téléchargé sur le net et qui est vérolé, le Ouais. Qt. Est-ce que vous avez des outils ou des moyens pour vérifier un outil qu'on pourrait télécharger? Alors, il n'y aura jamais de moyen sûr à 100%, mais le mieux, c'est déjà de télécharger, si on télécharge des outils, via les sources officielles. Donc si c'est Qt ou si c'est un autre, on va essayer d'aller sur le site de l'éditeur. Et en fonction de cet éditeur, il peut ou pas nous donner une petite chaîne de caractères qui va permettre de vérifier l'authenticité du téléchargement. Voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent être faites. Après, il faut que le site soit pas fait défoncer et tout ça. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais globalement, essayer d'aller sur les sources officielles. Une fois qu'on a téléchargé, on vérifie qu'on a bien téléchargé la bonne chose. Donc on calcule finalement l'empreinte numérique du fichier qu'on a téléchargé, on vérifie que ça correspond à ce qu'on nous donne. Et puis là, on a déjà un petit peu plus de certitude. Après, ça ne protège pas de tout, mais c'est déjà un peu mieux. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, moi, j'aimerais avoir votre avis un petit peu sur le fait de se faire hacker. De ceux qui disent que la question n'est pas est-ce qu'on va se faire hacker, mais quand est-ce qu'on va se faire hacker. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase et par rapport à votre retour d'expérience justement? Alors moi je la dis plus parce que tout le monde l'a dit, donc je me dis ça sert plus à rien, tout le monde l'a déjà entendu au moins 10 fois, mais c'est pas vraiment faux. Après il y a attaque et attaque. Tout le monde ne subit pas forcément un ransomware.
mais voilà, tout le monde subit des attaques tous les jours et ça dépend ce qu'on appelle attaque. En fonction des entreprises qui vont communiquer, voilà, on entend des entreprises qui disent oui, nous on subit 10 millions d'attaques par jour. Voilà, il faut réussir à contrer tout ça, etc. Mais ces 10 millions d'attaques par jour, ça se trouve, c'est juste un scan de port. Donc le fait de vérifier quels sont les services qui sont exposés sur Internet, voilà, c'est effectivement considéré comme une attaque, mais c'est pas ça qui est super dur à contrer, et c'est pas ça qui est très intrusif encore. Donc voilà, des attaques, il y en a tous les jours chez tout le monde. Tout le monde se fait attaquer tout le temps, par les mails, par les systèmes, par d'autres moyens. Donc oui, cette affirmation, elle est réelle. Après, toutes les attaques ne se valent pas non plus. Merci. Juste ici. Bonjour. Grande question. La rançon, est-ce qu'on la paye ou pas du tout? Alors, officiellement, on ne la paye pas. Et officieusement, bah, des fois, on fait comme on peut, quoi. Voilà. Donc, non, bah, l'objectif, c'est effectivement de ne pas payer la rançon. D'une part parce que on finance le crime, on finance les gens qui vont finalement récupérer de l'argent pour faire ça à d'autres, ou nous le refaire. Donc c'est déjà pas du tout la bonne chose. Et deuxième chose, on n'est pas sûr de récupérer un accès à nos fichiers. Et même si on récupère en plus de quoi déchiffrer nos fichiers, on a déjà vu des cas où le chiffrement ça met 1 heure et puis le déchiffrement ça met 3 ans. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Après on peut comprendre qu'il y ait des entreprises qui se disent j'ai pas de sauvegarde, j'ai pas de machin, c'est soit ça, soit je mets la clé sous la porte. Donc on peut comprendre qu'il y a des entreprises qui passent le pas, mais ça devrait pas être le cas et ça devrait pas être le premier réflexe en tout cas. Je crois qu'il y avait une petite remarque tout en haut de notre ami Jean-Charles. C'est pas une question, Clémence, simplement pour compléter ton intervention. J'interviendrai à la fin sur le centre d'assistance aux réponses aux victimes de cyberattaques, pardon. Mais simplement pour dire qu'il y a des dispositifs qui sont en place, donc pour accompagner les TPE, les PME quand elles sont victimes de cyberincidents, auxquels participent d'ailleurs beaucoup d'offreurs qui sont présents dans la salle et d'experts. Voilà, il y en a qui pourraient lever le bras largement. Voilà. Et ensuite sur la question des rançons, hein, il faut garder à l'esprit une chose. On peut comprendre qu'une entreprise ou qu'une organisation touchée ait envie de payer la rançon pour récupérer très vite ses affaires. Maintenant, ce n'est pas pour autant que la personne ne vous attaquera pas et que vous récupérerez vos données et que les données ne seront pas conservées ailleurs. Voilà, donc il faut être conscient de ça. Donc il y a un véritable risque, donc on le déconseille fortement, voilà. Mais après, la décision finale appartient à la victime, mais c'est fortement déconseillé. Voilà. Je crois que c'est bon pour les questions, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup Clément. Merci beaucoup.